Ma femme s'est laissée happer par le féminisme en ligne et m'a relégué au rang de colocataire payeur de factures. Alors, j'ai pris du recul, et ce qui a suivi l'a laissé sans voix. Moi, un homme de 34 ans, je me souviens encore du moment exact où ces mots ont quitté les lèvres de Jessica. Jessica, une femme de 32 ans, a dit « pas ce soir, ni aucun autre soir ». La finalité dans sa voix m'a glacé le sang. Nous étions mariés depuis 6 ans, et oui, les choses n'avaient pas été parfaites ces derniers temps, mais je ne m'attendais jamais à quelque chose d'aussi définitif concernant notre vie intime. Quelques informations sur moi. Je suis directeur marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne dans le Midwest. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais ça paie les factures, et je gravis les échelons de manière constante. J'y travaille depuis environ 8 ans maintenant. J'ai rencontré Jessica à l'université pendant notre avant-dernière année. Elle étudiait la psychologie, j'étais en commerce. Le courant est tout de suite passé. Nous étions tous les deux ambitieux mais terre à accent grave terre. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier lors d'une cérémonie modeste avec environ 80 invités, principalement de la famille et des amis proches. Jessica travaillait comme consultante en ressources humaines et gagnait un salaire décent. Nous avons acheté une maison de 3 chambres dans une belle banlieue il y a environ 4 ans. Pas encore d'enfants. Nous étions tous les deux concentrés sur nos carrières d'abord. J'ai toujours pensé que nous avions quelque chose de bien. Nous contribuions tous les deux au ménage, partions en vacances 2 fois par an, généralement un voyage à la plage et une visite à la famille, et avions un cercle social décent d'autres couples de notre âge. C'était une vie assez normale, vous savez, rien d'extraordinaire, mais stable et confortable. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce soir-là a commencé comme n'importe quel autre jour normal. Je suis rentré du travail fatigué après une journée de 10 heures à gérer les absurdités des clients et une présentation qui ne s'était pas aussi bien passée que je l'espérais. J'avais hâte de voir Jessica, peut-être de commander à emporter, de regarder un film, les choses habituelles que font les couples. Au moment où je suis entré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle était assise à l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone avec une intensité étrange. Nous avons dîné en parlant de choses ennuyeuses, les drames de ses collègues, la date limite de mon projet, les conneries habituelles. Puis nous sommes passés au salon, où elle a continué à faire défiler son téléphone, probablement sur l'un de ses comptes Instagram féministes dont elle était obsédée ces derniers temps, tandis que je regardais une émission quelconque à la télévision. Quand je me suis penché pour l'embrasser dans le cou, quelque chose qui la faisait sourire auparavant, elle s'est retirée brusquement comme si j'avais essayé de la poignarder ou quelque chose du genre. « Ne fais pas ça », a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son fichu écran. Je ne suis pas d'humeur. Tu n'es pas d'humeur depuis des semaines maintenant, ai-je répondu, en m'efforçant de ne pas paraître frustré, même si je l'étais totalement. Est-ce que tout va bien? C'est à ce moment-là qu'elle a posé son téléphone, m'a regardé droit dans les yeux avec cette expression froide que je n'avais jamais vue auparavant, et a prononcé ces mots anéantissants, pas ce soir, ni aucun autre soir. J'en ai fini avec cette partie de notre relation. Mon esprit a parcouru 1 million de réponses possibles, mais je suis resté assis là comme un idiot, la bouche probablement bée. Comment répond-on même à quelqu'un qui met soudainement fin à l'intimité physique dans un mariage? Aucune explication, aucune place pour la discussion, juste une décision unilatérale qui nous affectait tous les deux. Que veux-tu dire exactement, ai-je finalement réussi à demander, en espérant avoir mal compris. Exactement ce que j'ai dit, a-t-elle poursuivi, sa voix étrangement calme, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Je suis à l'aise avec notre vie ensemble, la maison, notre cercle social, la stabilité, mais je ne suis plus intéressé par l'intimité physique avec toi ou avec n'importe quel homme. J'ai beaucoup lu sur la façon dont les femmes sont conditionnées à fournir de l'affection physique aux hommes, et j'ai décidé de ne plus participer à cette attente patriarcale. Tu peux l'accepter ou non, c'est ton choix. Putain de merde. Elle s'était plongée de plus en plus dans ces trucs féministes radicaux en ligne récemment, mais je n'aurais jamais pensé que cela affecterait notre relation. J'ai été complètement pris au dépourvu. Donc, tu décides unilatéralement que notre mariage n'inclut plus d'intimité physique sans aucune discussion, ai-je demandé, en essayant de comprendre. Je n'ai pas besoin de ta permission pour fixer des limites avec mon propre corps, a-t-elle répliqué, son ton prenant cette pointe que j'avais appris à reconnaître chaque fois qu'elle citait quelque chose de ces groupes en ligne. Le fait que tu penses que cela nécessite une discussion montre simplement à quel point les hommes se sentent en droit de disposer du corps des femmes. Je me suis reculé, complètement abasourdi. Jessica, il ne s'agit pas de se sentir en droit.
Il s'agit de notre relation, de la connexion et de l'intimité entre des partenaires qui sont censés s'aimer. L'amour ne signifie pas que je doive accomplir des actes physiques auxquels je ne veux plus participer, a-t-elle contré. Quand est-ce que ça a changé? Quand as-tu cessé de vouloir être avec moi de cette façon, ai-je demandé, sincèrement confus. Il y a à peine 2 mois, les choses semblaient normales. Elle a haussé les épaules. Ça s'est accumulé depuis un moment. J'ai juste enfin trouvé le courage de le verbaliser au lieu de jouer un rôle pour ton bénéfice. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas supporter de m'allonger à côté de quelqu'un qui venait de briser ma compréhension de toute notre relation. Les jours suivants ont été carrément bizarres. Nous avons continué à vivre ensemble, à manger ensemble, même à regarder la télévision ensemble, tout en ayant ce mur invisible qui s'était érigé entre nous. Elle agissait comme si sa déclaration était aussi ordinaire que d'annoncer qu'elle voulait changer de supermarché ou quelque chose du genre, et non la refonte complète de notre mariage. J'ai essayé d'aborder le sujet d'une thérapie au petit déjeuner, 3 jours après son annonce. J'ai trouvé un thérapeute de couple avec de bonnes critiques. Je pense que nous devrions parler à quelqu'un de ce qui se passe entre nous. Nous n'avons pas besoin de thérapie, a-t-elle répondu d'un ton dédaigneux, en roulant des yeux. Il n'y a rien qui cloche chez moi, et je ne vais pas me laisser forcer à une intimité physique que je ne veux pas juste parce que la société l'attend. Peut-être que tu devrais suivre une thérapie pour ta dépendance à la validation féminine. Jésus-Christ. Bien sûr, elle avait raison de ne pas être forcée. Je ne ferai jamais ça. Mais son refus total de ne serait-ce que de parler de ce changement soudain me donnait l'impression de vivre avec une étrangère portant le visage de ma femme. Tout ce que je disais était déformé pour me faire passer pour une sorte d'oppresseur. La nuit, allongé de mon côté de notre lit désormais purement fonctionnel, j'étais revenu du canapé, déterminé à ne pas être déplacé dans ma propre maison, je fixais le plafond, me demandant comment j'avais manqué la dégradation progressive de notre connexion. Avais-je été si absorbé par le travail que je n'avais pas remarqué qu'elle s'éloignait? Ou avait-elle caché ses sentiments jusqu'à atteindre un point de rupture que je n'avais jamais vu venir? J'ai passé en revue notre histoire récente, à la recherche de signes. Bien sûr, notre vie sexuelle avait quelque peu ralenti au cours de la dernière année, mais cela semblait normal pour un couple marié depuis plus de 6 ans, travaillant tous les deux à des postes exigeants. Nous avions encore des soirées en amoureux, nous nous tenions encore la main pendant les films, nous nous disions encore « je t'aime » avant de dormir, ou du moins nous le faisions jusqu'à récemment. Une chose est devenue très claire très vite, j'étais maintenant dans un mariage où je n'étais ni désiré ni nécessaire d'une manière significative. J'étais simplement pratique, un contributeur aux factures, un partenaire social pour les rassemblements de couples, un colocataire qui aidait à maintenir notre image extérieure de réussite maritale, juste un autre homme diabolique qu'elle pouvait pointer du doigt en parlant à ses nouvelles amies de la façon dont elle fixait des limites. J'ai essayé une dernière fois de comprendre, l'attrapant un samedi matin alors que nous étions tous les deux à la maison. Jessica, j'essaie de respecter tes sentiments, mais j'ai besoin de mieux comprendre ce qui se passe. Ai-je fait quelque chose de mal? Y a-t-il quelque chose que je puisse changer? Elle a soupiré de façon dramatique, comme si ma question était la chose la plus épuisante qu'elle ait jamais entendue. C'est exactement le problème avec les hommes. Vous pensez que tout tourne autour de vous. Il s'agit de mon parcours et de mon autonomie. Le fait que tu en fasses une question de ce que tu as fait de mal ne fait que prouver mon point de vue. Mais nous sommes mariés, ai-je dit, la frustration montant. Tes décisions m'affectent aussi. Et alors? Tu penses que ton droit à mon corps l'emporte sur mon droit de le contrôler? C'est pour ça que le patriarcat persiste parce que des hommes comme toi ne supportent pas que les femmes fassent leur propre choix. Je me suis éloigné de cette conversation en me sentant complètement désespéré. Il n'y avait aucun moyen de la raisonner, aucun terrain d'entente à trouver. Elle avait créé un récit où tout désaccord avec sa position ne faisait que confirmer sa vision du monde sur les hommes oppressifs. 2 semaines après sa déclaration, je me suis retrouvé assis dans ma voiture devant notre maison, incapable de trouver l'énergie d'entrer. Qu'est-ce qui m'attendait là-bas? Une autre soirée de coexistence polie avec quelqu'un qui avait unilatéralement changé les termes de notre relation sans aucune explication réelle. Une autre leçon sur la façon dont je faisais partie du problème pour attendre une connexion humaine de base dans un mariage. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer à vivre dans ce désert émotionnel, en espérant une pluie qui ne viendrait jamais. Ou je pouvais réorienter mon temps, mon attention et mes ressources vers quelque chose ou quelqu'un qui offrait au moins la possibilité de grandir.
Alors que je franchissais enfin notre porte d'entrée, un plan se formait dans mon esprit. Pas une vengeance ou une confrontation dramatique, du moins pas encore, mais quelque chose de plus puissant, une réorientation complète de l'énergie de ma vie. Si elle était passée à autre chose sans me quitter physiquement, peut-être que je pouvais faire de même. Ma réorientation a commencé par de petits changements. J'ai réglé mon réveil à 5h30 du matin, une heure complète avant qu'elle ne se réveille. Ces heures matinales tranquilles sont rapidement devenues sacrées pour moi, du temps qui m'appartenait entièrement, libre de ses regards jugeurs et de ses commentaires passifs-agressifs. J'ai commencé par 20 minutes de méditation, quelque chose que j'avais toujours écarté comme étant peu pratique avec mon emploi du temps chargé. À ma surprise, cette brève période de quiétude matinale m'a aidé à vider mon esprit des pensées constantes sur mon mariage en échec. Ensuite, l'exercice physique. Rien de dramatique au début, juste des pompes de base, des abdominaux et une courte course dans le quartier. Au moment où elle sortait de notre chambre, j'avais déjà pris ma douche, m'étais habillé et avais commencé ma journée avec un but. Tu es levé tôt, a-t-elle commenté le 3e jour, me trouvant en train de siroter un café et de lire à la table de la cuisine. La légère contrariété dans sa voix était évidente. Elle était habituée à ce que je sois à moitié endormi pendant qu'elle dominait l'espace matinal. Je fais juste quelques changements, ai-je répondu nonchalamment, sans offrir plus d'explications. Elle n'en a pas demandé, a juste fait un commentaire à voix basse sur la masculinité toxique et la culture de l'exercice que j'ai fait semblant de ne pas entendre. La 2e semaine, je me suis inscrit à une salle de sport près de mon bureau. Au lieu de me précipiter à la maison après le travail dans un environnement de plus en plus inconfortable, je passais 1 heure à m'entraîner. L'effort physique est devenu une forme de thérapie. Chaque répétition expulsait un autre fragment de ressentiment et d'apitoiement sur moi-même. J'ai commencé à fantasmer sur l'avenir, un avenir où Jessica n'était pas le centre de mon univers. J'ai également renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage et des gars que Jessica avait toujours détestés pour être trop masculins ou problématiques. Rien de dramatique, juste des déjeuners décontractés et des verres après le travail avec du soda ou du café. J'ai fait attention à ne pas mentionner ma situation maritale. Ces rencontres n'avaient pas pour but de chercher de la sympathie ou de médire de ma femme. Elles visaient à reconstruire des liens qui n'avaient rien à voir avec mon identité de mari d'une femme de plus en plus hostile. Ce qui était vraiment intéressant, c'était de réaliser combien d'autres gars vivaient des situations similaires, pas identiques, mais le même schéma. Des épouses ou des petites amies qui s'étaient progressivement transformées en étrangères critiques, trouvant constamment à redire au comportement masculin normal tout en s'attendant à ce que les avantages financiers et le soutien émotionnel continuent sans changement. Mon pote Chris, un homme de 36 ans, avait affaire à une petite amie qui avait soudainement décidé que son passe-temps de jeux vidéo était problématique, bien qu'elle sorte avec lui depuis 3 ans, sachant que c'était sa principale façon de décompresser. Mon ami d'université Marc, un homme de 35 ans, ne pouvait rien publier sur les réseaux sociaux sans que sa femme commande publiquement pour corriger sa pensée sur diverses questions sociales. C'est comme si elle voulait qu'on soit à la fois des télépathes et des sacs de frappe, a dit Chris lors d'un de nos déjeuners. On ne peut pas gagner. Cette phrase m'est restée en tête. On ne peut pas gagner. Pas si on continue de jouer selon des règles qui changent constamment et qu'on n'a pas contribué à créer. Alors peut-être que la réponse était d'arrêter de jouer complètement et de créer mon propre jeu. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté sur un compte séparé auquel Jessica ne pouvait pas accéder. Rien de dramatique qui affecterait nos contributions au ménage, juste en réorientant mes dépenses discrétionnaires et en constituant lentement un filet de sécurité. Au moins, cela me donnait un sentiment de contrôle dans une situation où je me sentais de plus en plus impuissant. 1 mois après le début de ma réorientation, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir et je me suis à peine reconnu. Les entraînements quotidiens avaient commencé à remodeler mon corps, des épaules plus larges, un ventre plus plat. Ma posture s'était améliorée, et la tension constante qui avait noué mes épaules pendant des mois s'était relâchée. Mais le changement le plus significatif était dans mes yeux. Ils semblaient concentrés, vivant d'une manière qu'ils n'avaient pas été depuis sa déclaration. J'ai ensuite mis à jour ma garde-robe. Rien de tape à accent grave-l'œil ou de désespéré, juste des vêtements bien coupés qui convenaient à mon physique en amélioration et projetaient de la confiance. Quand j'ai porté une nouvelle chemise pour dîner avec des amis, plusieurs personnes ont commenté à quel point j'étais beau. « Tu as perdu du poids, n'est-ce pas ?» a demandé notre amie Mélissa lors d'un dîner. « Je prends juste mieux soin de moi », ai-je répondu avec un sourire. Jessica l'a remarqué aussi, bien qu'elle ait essayé de dissimuler son intérêt par la critique. « Cette chemise n'est-elle pas un peu serrée ?»
a-t-elle demandé un matin alors que je me préparais pour le travail. On dirait que tu en fais beaucoup trop. Une énergie très crise de la quarantaine. J'ai juste souri et suis parti sans répondre, ce qui a semblé l'ennuyer encore plus. La réorientation s'est étendue à mes finances également. Nous avons toujours maintenu des comptes séparés à côté de notre compte joint pour les dépenses du ménage. J'ai continué à contribuer ma part à nos obligations communes, mais j'ai réorienté mes dépenses discrétionnaires. Le voyage coûteux à une retraite pour femme au Costa Rica que Jessica avait laissé entendre pour notre anniversaire? Cet argent est allé plutôt dans un compte d'investissement à haut rendement uniquement à mon nom. J'ai également investi dans un atelier de photographie, une passion que j'avais abandonnée il y a des années après que Jessica se soit plainte du temps que cela prenait sur nous. Ironique maintenant, compte tenu de sa position. La photographie m'a fait sortir les week-ends, faisant de la randonnée pour capturer des paysages à l'aube quand la lumière était parfaite. Ces excursions en solo sont devenues une autre forme de méditation. Derrière l'appareil photo, encadrant chaque cliché, je trouvais un état de fluidité qui me permettait d'oublier tout le reste. J'ai investi dans un équipement décent, rien d'extravagant, mais un bon appareil photo réflexe numérique et quelques objectifs de qualité. Mes premières tentatives étaient assez amateurs, mais j'ai regardé des tutoriels en ligne et pratiqué constamment. Bientôt, je capturais des images dont j'étais sincèrement fier, des paysages de montagne baignés dans la lumière du petit matin, des gros plans de motifs de givre sur des feuilles mortes, des nuages d'orage dramatiques se rassemblant sur les champs. J'ai commencé à publier mon travail en ligne, à me connecter avec d'autres photographes et à construire une petite communauté qui appréciait mon sens de la composition. Certaines de mes photos ont même commencé à se vendre en tant qu'impression sur une place de marché en ligne, créant un revenu d'appoint modeste mais croissant qui allait directement sur mon compte séparé. « Où vas-tu si tôt les samedis ?» a-t-elle demandé après plusieurs semaines de ma nouvelle routine. Le sentiment de droit dans sa voix était limpide. Elle était habituée à ce que je sois disponible quand elle le voulait. « Je prends des photos », ai-je répondu simplement. « Depuis quand t'intéresses-tu à la photographie ?» Le ton accusateur, comme si j'avais besoin de sa permission pour avoir des passe-temps. Je m'y suis toujours intéressé. Je n'ai juste pas eu le temps de m'y consacrer jusqu'à maintenant. Son expression suggérait qu'elle voulait en demander plus mais ne savait pas trop comment, ou peut-être ne voulait pas montrer trop d'intérêt pour ma vie après s'en être si délibérément retirée. Eh bien, j'avais besoin d'aide pour certaines choses dans la maison le week-end dernier, mais tu étais introuvable, s'est-elle plainte. Typique. Aucun intérêt pour mes activités, juste comment elle la dérangeait. Tu aurais pu envoyer un texto, ai-je répondu calmement. Les téléphones fonctionnent même en montagne. Je ne devrais pas avoir à envoyer un texto à mon propre mari pour obtenir de l'aide de base, a-t-elle lancé sèchement. J'ai juste haussé les épaules. Les choses changent. Ces deux mots sont restés en suspens dans l'air entre nous, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage, le premier indice qu'elle commençait à réaliser que sa déclaration pourrait avoir des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Au travail, ma concentration renouvelée a vraiment porté ses fruits. J'ai abordé les projets avec une clarté et une confiance qui n'étaient pas là pendant les mois de détresse conjugale. Mon patron, Rob, un homme de 45 ans, a remarqué le changement. « Quoi que tu fasses, continue comme ça », a-t-il dit après que j'ai réussi à décrocher un client majeur qui était sur la sellette depuis des mois. « Tu es en pleine forme ces derniers temps. » Le compliment a signifié plus qu'il n'aurait dû. Après des mois à me sentir indésirable à la maison, la reconnaissance professionnelle a comblé une partie du vide, pas complètement, mais assez pour continuer à avancer. Je me suis porté volontaire pour des projets qui nécessitaient des voyages, chose que j'avais évitée par le passé pour passer plus de temps avec Jessica. Une conférence de 3 jours à Chicago, une formation d'1 semaine à Denver, une réunion client à Boston. Chaque voyage était une bouffée d'air frais. Des chambres d'hôtel où je pouvais m'étaler sans jugement, des repas où personne ne faisait de commentaires désobligeants sur mes choix, des conversations avec des gens qui ne voyaient pas chaque interaction à travers un prisme idéologique. Pendant mon voyage à Denver, j'ai retrouvé un vieil ami d'université, Tom, qui y avait déménagé il y a des années. Nous avons fait une randonnée dans les montagnes, et j'ai pris certaines de mes meilleures photos à ce jour. Quand je les ai publiées en ligne, mon nombre d'abonnés a considérablement augmenté, et j'ai vendu 3 impressions en 1 semaine. Tu sais, tu pourrais vraiment en faire une activité secondaire sérieuse, a dit Tom alors que nous nous reposions à un point de vue panoramique. Ton œil pour la composition est vraiment bon. Son encouragement désinvolte a planté une graine dans mon esprit. Et si la photographie n'était pas seulement une évasion ?
Et si elle pouvait être quelque chose de plus substantiel? Un chemin potentiel vers un avenir différent. 3 mois après le début de ma réorientation, je dormais mieux, j'avais meilleure mine et je performais mieux dans presque tous les aspects de ma vie, sauf mon mariage, qui restait cette coquille vide d'interactions formelles et d'existence parallèle. L'ironie ne m'a pas échappé. En retirant son affection, Jessica m'avait involontairement poussé à devenir une version plus forte de moi-même. C'était comme la façon étrange de l'univers de compenser. Ce que Jessica ne savait pas, c'est que j'avais ouvert un compte chèque séparé et commencé à y virer 50% de mon salaire, y compris mes primes de performance. Les autres 50% étaient plus que suffisants pour couvrir ma part de nos dépenses communes. Je constituais mon fonds d'évasion, dollar par dollar. Non pas que je prévoyais de partir pour l'instant. Je voulais d'abord voir comment cela allait se dérouler. Un soir, alors que je me préparais à partir pour une rencontre de photographes, elle a posé une question inattendue. « Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ?» Le sentiment de droit dans sa voix était incroyable. Elle pouvait mettre fin à notre relation physique unilatéralement, mais s'attendait toujours à un accès exclusif à mon temps et à mon attention. Je me suis arrêté près de la porte, mon sac d'appareil photo sur l'épaule. « Non », ai-je répondu honnêtement. « Pourquoi demandes-tu ça ? Tu as changé », a-t-elle dit, sa voix portant une note que je ne pouvais pas identifier. « Tu n'es presque plus jamais à la maison. » L'hypocrisie de son inquiétude m'a presque fait rire. « Je réoriente simplement mon temps et mon énergie vers des choses qui m'épanouissent », ai-je répondu, en utilisant sa propre approche clinique. « N'est-ce pas ce que tu as fait ? » « C'est différent », a-t-elle répondu, clairement irritée que j'ai utilisé sa propre logique contre elle. « J'ai fait un choix personnel concernant mon corps et mon autonomie. Et je fais des choix personnels concernant mon temps et mes intérêts, ai-je contré. Ça me semble parfaitement juste. Alors, quoi ? Tu me punis ? A-t-elle demandé, sa voix s'élevant légèrement. Pas du tout, ai-je répondu. Je m'adapte à notre nouvelle réalité. Tu as fixé une limite, et je la respecte. Je fixe simplement mes propres limites. Elle n'a pas eu de réponse à cela, et je suis parti sans en attendre une. En conduisant pour retrouver mes amis photographes, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois depuis sa déclaration, je n'espérais plus désespérément qu'elle change d'avis. J'étais trop occupé à créer une vie qui ne tournait plus autour de son approbation ou de son affection. J'ai retrouvé mon groupe de photographie dans un parc local où nous pratiquions des techniques de photographie de nuit. Parmi eux se trouvait un gars nommé David qui travaillait pour un magazine local. « Celles-ci sont vraiment bonnes », a-t-il dit, en regardant certains de mes récents clichés sur l'écran de mon appareil photo. Nous sommes toujours à la recherche de talents locaux pour notre section nature. Serais-tu intéressé à soumettre du travail ? Juste comme ça, une autre porte s'est ouverte. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, Jessica était déjà au lit, probablement agacée que je n'ai pas été là pour écouter ses dernières plaintes sur ses collègues ou l'oppression patriarcale. Je m'en fichais. J'avais de plus grandes choses en tête. Le moment décisif est survenu lors d'une retraite d'entreprise 6 mois après le début de ma réorientation. Mon équipe s'était réunie dans ce complexe au bord d'un lac pour un week-end de planification stratégique et de renforcement d'équipe. Après une journée de réunion productive, nous nous sommes détendus autour d'un feu de camp, partageant des histoires et des collations sous les étoiles. Ma collègue, Emma, une femme de 29 ans qui avait rejoint le département marketing 3 mois plus tôt, s'est assise à côté de moi. Emma était pratiquement l'opposé de Jessica, chaleureuse, solidaire et réellement intéressée par la vie des autres. Tu sais, quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit à quel point j'avais de la chance de travailler avec toi, a-t-elle dit, sa voix assez basse pour que je sois le seul à entendre. Vraiment ? Pourquoi ça, ai-je demandé, sincèrement curieux. Ils ont dit que tu avais complètement transformé la performance du département, mais ils ont aussi mentionné à quel point tu avais changé personnellement au cours des derniers mois. Elle a hésité, puis a ajouté, ils ont dit que tu étais renfermé, presque triste. Ça ne correspond pas à la personne que j'ai connue. J'ai fixé les flammes, réfléchissant à la façon de répondre. Disons simplement que j'ai traversé des défis personnels et que j'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler plutôt que sur ce que je ne pouvais pas. Elle a hoché la tête pensivement. Eh bien, quoi que tu aies fait, ça a marché. Tu sembles complètement dans ton élément maintenant. Alors que notre conversation se poursuivait dans la soirée, je me suis retrouvé à me détendre d'une manière que je n'avais pas connue avec quelqu'un depuis longtemps. Emma était intelligente et perspicace,
avec un sens de l'humour aiguisé qui me prenait à plusieurs reprises au dépourvu. Nous avons découvert des intérêts communs pour la photographie et la randonnée, et elle semblait sincèrement impressionnée lorsque je lui ai montré certains de mes récents travaux sur mon téléphone. C'est incroyable, a-t-elle dit, se penchant plus près pour faire défiler la galerie. Tu as un vrai talent. As-tu envisagé de les exposer professionnellement? En fait, je viens de commencer à vendre quelques impressions en ligne, et un magazine local pourrait en présenter quelques-unes, ai-je répondu, surpris de voir à quel point il était agréable de partager cette partie de ma vie avec quelqu'un qui semblait sincèrement s'y intéresser. C'est fantastique. J'adorerais voir plus de ton travail un de ces jours, a-t-elle dit, souriant d'une manière qui m'a rendu vivement conscient du temps qui s'était écoulé depuis que quelqu'un m'avait regardé avec une admiration sincère au lieu de critique. La chaleur de son épaule contre la mienne a envoyé une secousse inattendue à travers mon système, un rappel brutal du temps écoulé depuis que j'avais connu ne serait-ce qu'un contact physique occasionnel. Je me suis soigneusement écarté, mal à l'aise avec ma réaction. Malgré la situation avec Jessica, je n'allais pas être ce type qui commence quelque chose de nouveau avant de terminer l'ancien. Plus tard, alors que le groupe se dispersait vers leur chalet, Emma a marché à mes côtés sur le sentier. Certains d'entre nous prévoient une randonnée au lever du soleil demain avant le début des réunions, a-t-elle mentionné. Tu devrais te joindre à nous. Lumière parfaite pour ces photos de paysages que tu aimes tant. J'ai accepté. Et le lendemain matin, je me suis retrouvé au sommet d'une crête avec Emma et deux autres collègues alors que le soleil peignait le ciel de brillants oranges et roses. J'ai pris des dizaines de photographies mais j'ai constaté que mon objectif était à plusieurs reprises attiré par le profil d'Emma sur le fond dramatique. Emma représentait tout ce qui m'avait manqué, un intérêt sincère, un respect mutuel, une véritable conversation plutôt que des leçons. Mais je savais que je devais résoudre ma situation avec Jessica avant même d'envisager quoi que ce soit d'autre. Quand je suis rentré à la maison le dimanche soir, Jessica était dans la cuisine en train de préparer le dîner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait pour nous depuis des mois. Le timing était sacrément suspect. Comment s'est passée la retraite, a-t-elle demandé, son ton inhabituellement attentif. Productive, ai-je répondu, en posant mon sac. Nous avons finalisé le plan stratégique pour le prochain trimestre. Elle a hoché la tête, puis a demandé, j'ai vu certaines des photos que tu as postées. Bel endroit. C'était le cas, ai-je convenu, m'étonnant de son intérêt soudain. Cette femme sur certaines des photos. Fait-elle partie de ton équipe? La question m'a pris au dépourvu. Je n'avais pas réalisé qu'Emma figurait en bonne place dans mes publications. C'est Emma, notre nouvelle spécialiste marketing, ai-je répondu d'un ton neutre. Elle est très jolie, a observé Jessica, ses yeux étudiant mon visage. Ce comportement territorial était le comble, venant de quelqu'un qui m'avait explicitement rejeté. Je n'avais pas vraiment remarqué, ai-je menti, me sentant étrangement sur la défensive. Vraiment? Tu as pris une douzaine de photos avec elle. On dirait que tu as beaucoup remarqué. Le ton accusateur était sans équivoque. J'ai choisi mes mots suivants avec soin. Elle se trouvait dans le cadre pendant nos activités de groupe. Pourquoi poses-tu des questions à ce sujet? Tu as très clairement indiqué que certains aspects de notre relation sont terminés. Tu n'as pas le droit de dicter avec qui je passe du temps professionnellement. Elle s'est retournée vers la cuisinière, clairement agacée que je ne m'excuse pas ou ne me justifie pas davantage. Je suis juste curieuse de connaître tes collègues, c'est tout. J'ai le droit de savoir avec qui mon mari passe du temps. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'accélérer mon plan de sortie. Le caractère unilatéral de ses attentes était devenu insupportable. La semaine suivante a apporté d'autres surprises. Jessica a commencé à initier des conversations, à me demander comment s'était passée ma journée, suggérant même que nous regardions des émissions ensemble. Elle a préparé le dîner plusieurs fois et n'a même pas parsemé la conversation de ses commentaires idéologiques habituels. C'était comme vivre avec une personne complètement différente, ou plutôt, avec la personne que j'avais épousée il y a des années avant qu'elle ne se transforme en étrangère. Je savais exactement ce qui se passait. Elle essayait de reprendre le contrôle, de me ramener en orbite maintenant qu'elle sentait que je dérivais. Cette prise de conscience a renforcé ma résolution. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait d'autopréservation. Deux événements clés se sont alignés pour créer l'occasion parfaite pour ma liberté. Premièrement, j'ai reçu une promotion importante au travail avec une augmentation substantielle et plus d'opportunités de voyage. J'ai gardé cette information pour moi, ne la partageant pas avec Jessica malgré ses tentatives de plus en plus désespérées d'engager le dialogue avec moi.
Deuxièmement, grâce à mon réseau professionnel, j'ai appris que l'entreprise de Jessica prévoyait des licenciements massifs en raison d'une fusion. Son département était susceptible d'être durement touché. Il ne s'agissait pas de délit d'initié ou de quoi que ce soit d'illégal, juste le genre d'information qui circule dans les relations d'affaires de notre ville de taille moyenne. Le timing n'aurait pas pu être meilleur. Au cours des derniers mois, grâce à mon réseautage et à mes nouvelles relations sociales, j'avais appris que l'entreprise de Jessica prévoyait ses licenciements. En fait, j'avais aidé le conjoint d'un collègue à se faire embaucher dans une entreprise concurrente 3 semaines plus tôt, sachant qu'ils auraient besoin de quelqu'un avec les qualifications exactes de Jessica. J'aurais pu facilement faire de même pour Jessica. Un seul appel téléphonique lui aurait assuré un entretien au minimum, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Au lieu de cela, j'ai accéléré ma stratégie de sortie. J'ai consulté un avocat discrètement, payant en espèces de mon compte séparé. J'ai appris exactement ce que je devais faire pour me protéger financièrement lors d'un divorce. J'ai documenté la déclaration de Jessica sur la fin de l'intimité physique, son comportement ultérieur, tout ce qui pourrait aider mon cas. J'ai également découvert, par des conversations informelles, que Jessica avait dit du mal de moi à ses amis et à sa famille, se présentant comme une sorte de victime du patriarcat tout en omettant commodément sa décision unilatérale de changer fondamentalement notre mariage. Cela a scellé l'affaire. Mon évasion devait être complète et décisive. 2 semaines plus tard, l'entreprise de Jessica a annoncé les licenciements. Elle est rentrée chez elle visiblement secouée. Mon département pourrait être supprimé le mois prochain, a-t-elle dit, attendant clairement de la sympathie. Je suis vraiment inquiète. C'est dur, ai-je répondu, offrant une courtoisie de base, mais rien de plus. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Les licenciements ont eu lieu plus rapidement que prévu. Le vendredi suivant, Jessica est rentrée en larmes. J'ai perdu mon emploi, a-t-elle sangloté. Ils ont éliminé tout notre département. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, en maintenant une expression neutre. Quel est ton plan? Elle a semblé choquée par ma réponse. Mon plan? Je viens de perdre mon emploi. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Bien sûr, ai-je répondu. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais nos obligations financières ne s'arrêtent pas. Alors, fais-moi juste savoir comment tu prévois de continuer à contribuer aux dépenses du ménage. Sa mâchoire est littéralement tombée. Tu es sérieux en ce moment? Je suis en crise et tu me parles de factures? J'ai haussé les épaules. Je suis juste pratique. Nous contribuons tous les deux à parts égales, n'est-ce pas? Ça a toujours été ta position. Le lendemain matin, j'ai agi. Pendant que Jessica était sous la douche, j'ai transféré chaque centime de notre compte joint vers mon compte privé, ne laissant juste assez que pour éviter les frais de découvert. Ensuite, j'ai fait un sac avec l'essentiel et mes biens les plus importants. Quand elle est sortie de la salle de bain, j'attendais dans le salon avec les papiers du divorce. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, en regardant les documents. Les papiers du divorce, ai-je répondu calmement. J'ai réalisé que je mérite mieux qu'un mariage unilatéral avec quelqu'un qui a changé les termes de notre relation sans discussion ni compromis. Son visage a traversé une série d'émotions, choc, colère, incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux. Parce que je ne voulais pas coucher avec toi. C'est de ça qu'il s'agit? Non, il s'agit de respect et de réciprocité, ai-je dit. Tu as fait un choix qui nous a affectés tous les deux, tu l'as présenté comme non négociable, et tu t'attendais à ce que je l'accepte simplement. Ce n'est pas un partenariat. Elle a ricané. Alors, tu t'enfuis avec ta petite copine du travail? Comme c'est prévisible. Cela n'a rien à voir avec Emma ou qui que ce soit d'autre. Il s'agit de toi et moi et de l'accord rompu entre nous. Au fait, j'ai déplacé nos fonds communs sur un compte séparé auquel tu n'auras pas accès jusqu'à ce que nous parvenions à un accord. Son visage a pâli. Tu as fait quoi? Tu ne peux pas faire ça. Je viens de perdre mon emploi. Comment suis-je censé payer quoi que ce soit? Pas mon problème, ai-je répliqué, reprenant le même ton dédaigneux qu'elle avait utilisé en mettant fin à notre relation physique. Tu aurais dû considérer les conséquences potentielles avant de prendre des décisions unilatérales concernant notre mariage. C'est de la violence financière, a-t-elle crié, les larmes lui montant aux yeux. J'ai besoin de cet argent pour les nécessités de base. Non, ce sont les conséquences. Et en parlant de nécessité, l'hypothèque est due la semaine prochaine.
J'ai calculé ta moitié. C'est indiqué dans les documents. J'attendrai ton paiement à temps. Elle a commencé à paniquer visiblement. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Je n'ai aucun revenu en ce moment. J'ai besoin de temps pour trouver un nouvel emploi. Tu aurais dû y penser avant de déclarer pas ce soir, ni aucun autre soir et de me traiter comme un accessoire de ta vie plutôt que comme un partenaire. Tu voulais l'indépendance des attentes patriarcales. Félicitations. Tu l'as. L'indépendance financière complète, aussi. Au cours de la semaine suivante, le comportement de Jessica a changé de façon spectaculaire. La rhétorique féministe a disparu, remplacée par des supplications désespérées et des tentatives de renégociation. Elle a suggéré une thérapie, laissé entendre qu'elle reconsidérerait sa position sur l'intimité, a même essayé la séduction un soir, ce que j'ai fermement rejeté. Mon avocat m'avait conseillé de ne pas quitter la maison pour l'instant, alors nous avons continué à vivre ensemble dans des circonstances de plus en plus tendues. Les amis de Jessica ont commencé à m'appeler, me disant que j'étais injuste, que je devais soutenir ma femme dans son moment de besoin. J'ai bloqué leur numéro un par un. Ses parents ont ensuite pris contact, suggérant que nous nous rencontrions tous pour discuter de la situation. J'ai refusé poliment mais fermement. Votre fille a fait son choix il y a des mois, ai-je dit à son père au téléphone. Je fais simplement le mien maintenant. 2 semaines après le début de cette confrontation, le désespoir de Jessica a atteint son paroxysme. Elle n'avait aucune perspective d'emploi, aucun accès à nos économies communes, et des factures qui s'accumulaient. Elle m'a approché un soir, complètement vaincue. S'il te plaît, a-t-elle supplié, les larmes coulant sur son visage. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas faire ça seule. C'est une perspective intéressante, ai-je répondu froidement. N'est-ce pas toi qui m'as dit que les femmes n'ont pas besoin des hommes? Que le mariage n'est qu'une construction patriarcale? Que l'intimité physique avec moi était quelque chose que tu pouvais unilatéralement terminer sans discussion? J'avais tort, a-t-elle murmuré. Je me suis laissé emporter par toutes ces idées sans réfléchir à ce qu'elles signifiaient vraiment. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Nous pouvons aller en thérapie, reconstruire notre relation, tout ce que tu veux. Le problème, Jessica, c'est que je ne veux plus de ça. Tu m'as montré qui tu es vraiment, quelqu'un qui voit les relations comme transactionnelles, qui prend ce qu'elle veut et jette le reste. Maintenant que tu as besoin de quelque chose de moi, soudainement tu es prête à tout reconsidérer. Ce n'est pas de l'amour ou un partenariat. C'est de l'opportunisme. Je me suis levé, ramassant mes clés. Je déménage demain. Les papiers du divorce sont prêts pour ta signature. Si tu les contestes, je suis prêt pour une bataille juridique qui épuisera le peu de ressources qu'il te reste. Si tu les signes tels quels, je te fournirai un paiement unique pour t'aider à faire la transition vers ta nouvelle vie indépendante. Tu as planifié tout ça depuis le début, a-t-elle réalisé, sa voix creuse. Dès le moment où j'ai dit ces mots, tu planifiais ta sortie. Non, l'ai-je corrigé. J'ai planifié cela à partir du moment où j'ai réalisé que tu me voyais comme jetable. Tu m'as appris une leçon importante sur l'estime de soi, Jessica. Et pour cela, je suppose que je devrais te remercier. J'ai déménagé le lendemain dans un nouvel appartement que j'avais secrètement obtenu des semaines plus tôt. Jessica a signé les papiers du divorce sans contestation, recevant son paiement de règlement comme promis. J'ai entendu par des amis communs qu'elle était retournée vivre chez ses parents dans un autre état, ses idéaux féministes apparemment mis de côté au profit de besoins pratiques. Quant à moi, j'ai continué à construire ma nouvelle vie, avançant dans ma carrière, développant mon activité de photographie en parallèle, maintenant ma forme physique, et oui, finissant par entamer une véritable relation avec Emma, qui m'a montré ce qu'est un vrai partenariat. 6 mois après la finalisation de mon divorce, ma première exposition de photographie a ouvert dans une galerie locale. Parmi les images exposées se trouvait un paysage saisissant pris à l'aube lors de cette retraite d'entreprise le matin où j'ai réalisé que je méritais mieux. La plus grande vengeance n'était pas de prendre la sécurité financière de Jessica ou même sa dignité. C'était de devenir l'homme que j'aurais dû être depuis le début, confiant, autonome, et refusant d'accepter moins qu'une relation authentique et réciproque. En essayant de me diminuer, elle m'a involontairement libéré. Parfois, Jessica essaie encore de me contacter, surtout quand elle a des difficultés financières. Je maintiens une communication minimale, de type professionnel, selon les besoins pour finaliser les questions juridiques restantes, mais sinon, j'ai complètement tourné la page.
Nos amis communs ont finalement appris toute l'histoire, et la plupart ont compris ma position, même s'ils ont estimé que j'avais été dur dans mon exécution. Mais voici le truc avec les conséquences, elles ne sont ni cruelles ni clémentes. Elles sont simplement inévitables. Jessica a choisi de détruire les fondations de notre mariage tout en s'attendant à ce que la structure reste debout. Quand elle s'est effondrée, elle a simplement subi le résultat naturel de ses propres actions. Cette expérience m'a appris que le respect de soi n'est pas égoïste, il est essentiel. Et parfois, la réponse la plus puissante à quelqu'un qui vous traite comme jetable est de simplement être d'accord avec eux et de s'en aller. Non pas avec colère ou amertume, mais avec la certitude calme que vous méritez plus que ce qu'ils sont prêts à donner. Alors, si vous écoutez ceci et reconnaissez votre propre relation dans mon histoire, sachez que vous avez des choix. Vous n'êtes pas obligé d'accepter des changements unilatéraux dans votre mariage. Vous n'êtes pas obligé de vous diminuer pour accommoder l'idéologie de quelqu'un d'autre. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'attendre la permission pour commencer à construire une vie qui vous épanouit. La personne qui essaie de changer les règles sans votre avis vous dit exactement à quel point elle valorise votre voix dans la relation. Écoutez ce qu'elle dit vraiment, non seulement avec ses mots, mais avec ses actions.